Et vous écoutez Bretagne 5, il est presque 8h16. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invitée politique ce matin est Nathalie Guillot-Vieira. Elle est responsable départementale du Rassemblement national du Morbihan. Elle a fait la route précisément du Morbihan pour être avec nous en direct ce matin. Je la remercie. Bonjour. Bonjour Stéphane, je vous remercie moi de m'accueillir. Alors on va parler de politique ce matin, il y a beaucoup à faire en politique en ce moment avec cette motion de censure qui fait couler beaucoup d'encre, motion de censure qui sera votée par le Rassemblement national, Marine Le Pen l'a dit, les différents responsables également. On va dans l'inconnu, comme le disent certains ministres, comme le disent certains députés qui sont assez fâchés de cette motion de censure. Oui, alors si vous me permettez, moi j'aurais bien voulu expliquer un petit peu comment on est arrivé à cette motion de censure. Alors justement, on peut le faire, il n'y a pas de problème. Alors moi je vais faire un petit, je vais essayer de pas être trop technique, d'abord parce que je maîtrise sans doute pas ces sujets, mais je pense que c'est important de rappeler le contre-budget qu'avait préparé le Rassemblement national avant toute chose, parce que beaucoup de politiques disent que rien n'était proposé ou n'avait été proposé de façon concrète et responsable de la part du Rassemblement national. Donc, je vais prendre un peu mes petites notes. Le contre-budget, c'est 15 milliards d'économies. Alors en fait, le Rassemblement national avait proposé dans son contre-budget des coupes budgétaires importantes sur l'appareil d'État. C'est pas neutre. Et notamment, quelques exemples, rétablir l'égalité du délai de carence entre le secteur privé et le secteur public et réduire le train de vie de l'État. On rentrera pas dans les détails, mais on sait que très certainement il y a des économies à faire. Et ça fait des années qu'on en parle. Et régulièrement, on voit émerger. Bon, dernièrement, on a entendu parler des dépenses qui sont liées au maintien du soutien au fonctionnement des anciens premiers ministres. Également des coupes dans le budget de l'immigration. Alors, on sait la volonté de remplacer l'aide médicale d'État par l'aide médicale d'urgence. Également la réservation de l'hébergement d'urgence aux personnes en situation régulière. L'octroi de la prime d'activité aux seules personnes de nationalité française. Tout ça, ce sont des pistes d'économie. Également la restriction de l'aide publique au développement. Alors moi, j'invite vos auditeurs à rechercher. C'est très récent. Guillaume Bigot, qui est un député du Rassemblement national. Je vous dirai pas quel député. Aussi, je crois que c'est dans l'Est. Enfin bon, c'est Belfort. Et qui a fait un rapport sur les dépenses relatives à l'aide au développement. Il est édifiant. Donc, un rapport qui est complètement impartial, objectif. La baisse de la contribution de la France à l'Union européenne, il faut aussi savoir que l'Europe vient d'obtenir la baisse de cette contribution. Donc pourquoi la France, elle, ne l'obtiendrait pas? Encore faut-il la demander. Et un rééquilibrage fiscal important également, avec comme mesure principale une taxation pour les rachats d'actions et plus d'impôts sur les dividendes. Une taxe dont on n'entend pas beaucoup parler, qui a été proposée également par le Rassemblement national, c'est la taxe sur les GAFA. Donc les GAFA, vous savez, les grands groupes, Google, Apple, Facebook, Microsoft et Amazon, une taxe sur la bande passante française. Également un visa. Sur les touristes, un visa touriste payant pour les étrangers, 50 €, c'est pas beaucoup, et une redevance d'accès pour les fournisseurs d'électricité alternative. Donc tout ça pourquoi? C'était pour rendre du pouvoir d'achat aux Français. C'est pas pour dire on fait des économies. Ça aurait permis notamment d'annuler le report de 6 mois d'indexation des retraites sur l'inflation, de supprimer la hausse de la taxe sur l'électricité, de baisser la TVA sur l'énergie, de supprimer également la TVA sur les produits de première nécessité, ce qui n'est pas neutre, et de rendre 5 millions d'euros aux entrepreneurs. Donc tout ça, c'est pas du vent. Ce budget n'était pas du vent. On a vu qu'il y avait ces propositions. Alors il y avait aussi des propositions à gauche. On pense à LFI avec des propositions sociales également. Il y a pas pu avoir d'équilibre finalement sur ce budget. Il y a pas pu avoir, même si beaucoup enfin le texte a été beaucoup amendé finalement, le texte original. Et puis ce 49.3 qui arrive avec la reprise du texte originel du budget et la motion de censure. Alors on arrive à cette motion de censure, faire tomber le gouvernement, c'est aussi un geste politique.
Alors c'est interprété comme un geste politique, mais d'ailleurs Marine Le Pen hier l'a bien expliqué. C'est pas du calcul politique. C'est ce qu'on lui reproche. C'est ce qu'on lui reproche. Et elle le dit elle-même. La seule raison qui conduit au vote de la motion de censure, personne n'en parle. Les députés du Rassemblement national ont été élus pour répondre aux attentes de 11 millions d'électeurs. Et ces 11 millions d'électeurs, ces 11 millions de Français, ça n'est pas ce budget qu'ils attendaient. Le budget Macron-Barnier, on va dire, hein, c'est un véritable matraquage fiscal. C'est un budget de punition. Il aggrave les déficits. Il va aggraver les déficits. C'est quand même 40 milliards d'euros d'impôts supplémentaires. C'est la baisse de 13% du budget alloué à l'agriculture. J'en ai parlé, la hausse de la contribution de la France à l'Union européenne, des indexations partielles des pensions de retraite sur l'inflation, hausse des cotisations sociales pour les entreprises, et c'est aujourd'hui, c'est pas le bienvenu. Et alors, hausse de la TVA sur les bouteilles et sur les bouteilles d'eau. Donc ça, alors, soi-disant, c'est pour inciter les gens à boire de l'eau de robinet. Et également sur les chaudières. Donc, si vous voulez, en fait, en poursuivant cette politique, le gouvernement Barnier, en poursuivant la politique macroniste, assume aujourd'hui les conséquences. Et il faut aussi... Je vous laisse parler. Non, mais moi, je voulais juste vous poser la question. Oui. Michel Barnier, hier, à la télévision, s'est exprimé, a essayé finalement de convaincre les quelques députés possibles de ne pas voter cette motion de censure. Et si la motion de censure n'était pas votée, finalement, parce qu'on peut imaginer que au PS, des députés ne souhaitent pas y aller. Ce matin, on entend Gabriel Attal qui s'exprime et qui veut appeler tous les partis républicains, alors sauf le RN et les filles, pour trouver un compromis. Ça va un petit peu dans le sens également du président des socialistes à l'Assemblée nationale, Boris Vallaud, qui essaie de lui aussi de faire revenir à la raison. En tout cas, c'est un peu le terme que l'on pourrait entendre en creux, les députés. Si demain il n'y a pas de motion de censure, ce sera un échec pour le Rassemblement national? Non, ce sera pas un échec. Ce sera encore la preuve que vous dites Gabriel Attal. C'est Gabriel Attal également qui a appelé à l'alliance contre nature entre les deux tours des élections législatives. Donc ce sera pas un échec du Rassemblement national. Ce sera encore la preuve que ce gouvernement est prêt à toutes les alliances pour imposer une direction qui est pas celle que veut le Rassemblement national. Et encore une fois, ça n'est pas, c'est pas une tactique, hein. C'est répondre aux attentes des 11 millions de Français. J'insiste toujours sur ce chiffre parce qu'on a tendance à le minimiser, mais on a 11 millions de Français qui ont voté pour le Rassemblement national, donc qui attendent que le Rassemblement national applique la politique qui avait été annoncé. On peut pas annoncer quelque chose et puis quand on arrive à l'Assemblée nationale, on laisse tomber et puis on attend que ça passe. Hein. C'est une alerte pour le gouvernement, ces 11 millions de Français qui se sont tournés vers votre formation politique, vers le Rassemblement national. C'est aussi une alerte sociale en disant voilà, il faut changer les choses. On n'en peut plus. Vous parliez de pouvoir d'achat tout à l'heure. On voit que c'est très compliqué. Cette alerte, vous avez le sentiment que le gouvernement ne l'entend pas parce qu'il s'agit du Rassemblement national? En tout cas, c'est vrai que c'est l'impression que l'on a. D'une façon générale, on a vraiment le sentiment que ce gouvernement est dans le déni. Ça fait quand même des mois j'allais dire que les gens alertent justement. D'ailleurs, il y a eu les élections européennes, on a eu les élections législatives. C'est quand même bien un signe fort. Hein, et on a l'impression que est-ce que c'est une volonté de ne pas voir ou c'est l'incapacité à voir? On a souvent le sentiment que ces gens-là sont dans leur tour d'ivoire et ne voient pas ce qui se passe. Je vais revenir sur ce dont on a parlé dans les jours derniers sur les dépenses de fonctionnement qui sont assurées aux anciens premiers ministres. Alors certains diront bon, de toute façon c'est pas très important, c'est une goutte d'eau dans la mer. Oui, c'est vrai, c'est une goutte d'eau dans la mer. Sauf qu'en termes d'image, c'est catastrophique pour des gens qui ont du mal à terminer le mois, qui doivent payer leur carburant. Comment on peut expliquer qu'un ancien Premier ministre a ses chauffeurs, ses voitures, enfin, et ça, ce sont des signes. La réduction des dépenses de l'État, c'est quand même quelque chose que les gens attendent. Et ça, rien de tout ça n'apparaît dans ce budget.
Alors que le taux de pauvreté augmente, y compris ici en Bretagne, on en parlait dans la revue de presse tout à l'heure, il y a une inquiétude sociale et il y a aussi une colère sociale qui peut se traduire peut-être par autre chose. On entend déjà quelques voix qui s'élèvent pour dire attention, on ne peut pas peut-être pousser la contrainte sociale plus loin. On a souvent reproché au Rassemblement national de surfer sur cette vague sociale. Qu'est-ce que vous auriez à répondre à ceux qui disent cela finalement? Je dirais, pour reprendre votre expression, surfer sur cette vague, c'est pas le Rassemblement national qui incite au chaos, qui incite à descendre dans la rue, je pense que ce reproche-là, on pourrait plutôt le porter à l'extrême gauche, parce que dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, les députés qui se comportent le mieux, qui sont présents, qui travaillent, j'allais dire réellement, qui font pas le buzz, ce sont les députés du Rassemblement national. Encore hier, on a eu une démonstration d'une intervention d'une députée de NFP et LFI qui est outrancière. On a l'impression que ces gens-là ne respectent rien, ou alors que tout est permis pour faire le buzz. Aujourd'hui, les Français méritent mieux que ça. Ils méritent des élus, des politiques qui travaillent pour eux, qui les écoutent, qui les comprennent et qui cherchent pas à faire le buzz tous les jours. Alors, si ce soir ou dans l'après-midi, la motion de censure, alors il y a deux motions de censure, l'une déposée par le Rassemblement national, d'ores et déjà, les forces de gauche ont dit qu'elles ne voteraient pas cette motion de censure. À l'inverse, l'autre motion de censure déposée par LFI et plus largement le NFP a toute chance d'aboutir puisque le Rassemblement national a dit qu'il voterait cette motion de censure. Si ce soir le gouvernement Barnier tombe, alors on entend beaucoup de voix là aussi qui s'élèvent pour dire attention, demain le chaos. On a entendu beaucoup de choses, parfois fantaisistes. Alors demain qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la France sombre ou écoutez, demain, est-ce que c'est le chaos? Demain, je vais reprendre des phrases qui ont été prononcées par Laure Lavalette, une députée du Var, parce que j'ai trouvé. Alors, il y a pas de quoi en rire, hein, c'est pas ça, mais il faut rester les pieds sur terre. On peut pas jouer sur les peurs comme le fait actuellement ce gouvernement. Le président de la République l'a d'ailleurs dit en visite en Arabie mais ça Saoudite. fait partie, j'ai presque envie de dire, ça fait partie peut-être de la règle du jeu. Puis le président de la République, si on en est là aujourd'hui, je pense que quand même il faut qu'il fasse un peu son introspection. Il est peut-être un petit peu pour quelque chose. Non, demain, on le sait, on le dit, c'est le budget 2024. Ce sont les services votés du budget 2024 qui font foi. Les fonctionnaires seront toujours payés. La carte vitale continuera de fonctionner. Et comme dirait Laure Lavalette, le soleil continuera de se lever. C'est une boutade. Mais c'est pour dire qu'il faut arrêter de faire peur aux gens. Simplement, le budget 2024 va être la base de ce nouveau budget. Et effectivement, il va falloir reprendre ce travail, reprendre les négociations. Et cette fois-ci, il faut... le Rassemblement national a proposé un vrai contre-budget. Il mérite d'être écouté. Et ces lignes rouges, elles ont été présentées lundi par Marine Le Pen. On n'a pas voulu les écouter. C'est pas du chantage. C'était le minimum qu'il fallait prendre en compte pour qu'on puisse continuer à travailler avec ce gouvernement. Donc, avec des risques sur la fiscalité quand même, presque 18 millions de Français risquent de se retrouver à payer de l'impôt puisque le seuil ne sera pas indexé. Alors, donc c'est une inquiétude. Alors, je suis pas assez technicienne pour dire que c'est faux. En tout cas, j'ai entendu ce matin d'ailleurs à la radio que ça c'est peut-être pas tout à fait vrai, puisque le budget 2024 est reconduit. Logiquement, il n'y a pas de raison que cette cette menace sur les impôts. Mais inversement, si c'est aussi moins d'impôts pour les grandes entreprises, enfin, il y a des mesures qui ne seront pas mises en place. Donc, encore une fois, on reste sur le budget 2024. Certains diront, c'est un moindre mal, plutôt qu'un budget un budget 2025 qui pour le Rassemblement national, qui n'est pas acceptable. Avec j'allais dire un changement politique notoire, puisque un nouveau Premier ministre va être nommé, choisi par le président de la République. On dit que le président de la République a déjà consulté, a déjà beaucoup téléphoné. On parle ce matin, j'entendais 4 personnes. Sébastien Lecornu, j'ai oublié son prénom, Cazeneuve, je doute. On parle même de Jean Castex. Voilà, François Bayrou également. Voilà. Est-ce que vous pourriez travailler, par exemple, avec quelqu'un comme François Bayrou?
Écoutez, alors, en tout cas, moi, je travaillerai pas directement, donc il faudrait demander ça aux députés du Rassemblement national. Ça vous semble un bon choix, finalement. Alors, moi, comme ça, alors j'allais dire en tant que François Bayrou, c'est quand même, j'allais dire, un vieux briscard de la politique. Je suis pas certaine que les gens le verraient arriver d'un bon œil. Je vais essayer de rester poli, mais on va pas aller chercher toutes les anciens il a pas prouvé qu'il était capable de nous sortir de ce marasme. En tout cas, rien dans son passé nous laisse penser que ce serait la solution. Il faudrait aller plus loin, comme le disent certains, aller jusqu'à la démission du président de la République, puisque la situation de blocage est là, et le risque de se représenter, cette situation de blocage. On entend beaucoup de voix à gauche, essentiellement, qui demandent la démission du président de la République pour tourner la page, pour avoir des élections anticipées et passer à autre chose. Est-ce que là aussi, c'est pas quelque part ajouter un peu de chaos au chaos? Alors, sauf erreur, ni Marine Le Pen, ni Jordan Bardella n'appellent à la démission du président de la République. Jordan Bardella a rappelé, lui, que après les élections législatives, il avait dit qu'on allait aller vers un problème institutionnel puisqu'on n'avait pas de majorité. Donc, tout laisse à penser qu'on tiendra pas comme ça jusqu'au 2027. Et peut-être est-il venu le temps de reparler du vote. Excusez-moi, j'ai un trou. D'un nouveau vote, d'un vote à la proportionnelle pour relancer... La proportionnelle avec la prime à la majorité. Puisque dans la Ve République, le président ne peut pas dissoudre, pas avant, en tout cas le mois de juin. En tout cas, voilà, exactement. Il faut un an. Hein, donc de toute façon, même si seule une modification de la Constitution. Bien sûr, voilà, tout à fait. Avec consultation, évidemment, des Français, pourrait permettre une dissolution et de repartir sur autre chose. Oui, tout à fait. Mais de toute façon, même une démission du président de la République, c'est encore des mois d'attente, des mois avant que tout rentre qu'on puisse commencer à travailler sainement. Alors, si nouveau gouvernement il y avait, effectivement, il faudra que ça aille beaucoup plus vite que pour la mise en place du gouvernement Barnier. On dit que le président de la République veut aller vite. Voilà, exactement. Le Premier ministre a eu 2 semaines pour présenter ce budget. Donc, alors peut-être que pendant ces 2 semaines-là, il aurait pu, idéalement, consulter beaucoup plus, puisque le Rassemblement national, lui, avait un budget qui était prêt, sans accepter tout ce qui était proposé. Mais on aurait pu travailler ensemble. Ça n'a pas été ce choix-là. Il a consulté Marine Le Pen quand même très tardivement, puisque uniquement lundi. Donc, on est là. Il y a une grande inquiétude aussi des marchés financiers, les prêteurs, ceux qui prêtent de l'argent à la France. On voit les taux d'intérêt sur les prêts qui augmentent assez rapidement depuis cette instabilité presque institutionnelle finalement. Est-ce que c'est pas dangereux? Est-ce qu'on joue pas un peu avec le feu là? Alors en tout cas c'est ce qu'on essaye de nous dire. Il est clair qu'on peut pas rester dans une situation comme ça pendant des mois et des mois, mais on ne peut pas, sous prétexte justement c'est pas en agitant des peurs qu'on peut convaincre le Rassemblement national de ne pas voter la censure. Il faut ne pas voter la censure, ça veut dire accepter un budget qui ne correspond pas du tout ni à ce que le Rassemblement national veut et aux attentes de millions de Français. Donc de toute façon, c'est pas jouable. Alors, cette motion de censure, elle est aussi regardée depuis l'étranger. On voit les autres pays européens. On voit également les États-Unis qui ont un œil sur la France, avec ce bouleversement politique qui peut s'annoncer. Est-ce que, allez, je vais peut-être être un peu provocant, mais est-ce que c'est aussi une opportunité pour le Rassemblement national de peut-être pousser la porte, de l'Élysée en 2027? Moi, je vais reprendre uniquement les propos de Marine Le Pen. Je peux pas parler pour elle, mais son seul objectif, c'est de répondre aux attentes des Français. Donc toutes les raisons qui ont été exposées, aucune n'est la bonne. Donc celle-là non plus.
Alors sur le budget, il y a eu aussi beaucoup de demandes vis-à-vis des collectivités territoriales. On en parle beaucoup, on est très attaché à ça ici, à Bretagne 5. On a entendu Bruno Le Maire qui a dit en son temps, les collectivités territoriales dépensent peut-être un peu plus, elles vont devoir faire des efforts. Puis on a entendu les présidents des conseils départementaux, c'est le cas en Ille-et-Vilaine, c'est le cas également ici dans les Côtes-d'Armor, s'alarmer en disant si on est obligé de tendre un peu plus la ficelle, elle risque de casser. On ne pourra pas boucler nos budgets. Est-ce qu'il y a aussi urgence, peut-être, à imaginer une forme de décentralisation plus tard, pour permettre justement aux institutions régionales, locales, de pouvoir coller peut-être plus au terrain et aux attentes, alors pour le coup des Bretonnes, des Bretons. Oui, alors il est clair, effectivement, on a entendu ces dernières semaines cette inquiétude qui est plus qu'une inquiétude, j'allais dire peut-être qu'on tire la sonnette d'alarme. Donc il y a un travail local à faire qui est phénoménal. On peut pas écarter j'allais dire ces cadres entre guillemets. On peut pas les écarter. Ce sont eux qui sont sur le terrain. Ce sont eux qui voient la réalité des difficultés. Il faut bien entendu discuter avec eux et ça ne peut pas être une variable d'ajustement. Et leur inquiétude est légitime. Alors après, vous parlez de Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, lui, est un peu moins légitime pour aborder le sujet du budget. Alors justement, sur le budget, on dit que Bruno Le Maire n'a pas tout dit aux parlementaires et peut-être aussi un peu aux Français. Si vous vous souvenez, Jordan Bardella, quand pendant la campagne des élections législatives, une de ses premières mesures, une mesure immédiate qu'il aurait prise, c'est demander un audit des comptes publics. Donc cet audit, j'allais dire, force être constaté qu'effectivement cet audit est nécessaire, parce que s'il n'a pas tout dit et si tout n'a pas été mis en évidence, il faut aller voir. Cet audit est indispensable. Donc là encore, le Rassemblement national a des raisons. Avec cette situation inédite et j'allais dire le bateau France qui tangue, est-ce que aujourd'hui il faut prendre des mesures peut-être inédites? Est-ce qu'il faut repenser la Ve République, repenser notre Constitution? Certains l'appellent de leur vœu. Là encore à gauche, on entend LFI prôner une 6e République. Est-ce qu'il faut repartir d'une page blanche finalement? Ou est-ce qu'il faut la moderniser, cette Ve République, donner peut-être plus de pouvoir aux parlementaires? Alors, je suis pas une une spécialiste de la Constitution, mais une page blanche, peut-être pas nécessaire d'en arriver là. Les spécialistes ont tendance à dire que tous les éléments existent dans cette 5e Constitution. En tout cas, il faut très certainement se poser et réfléchir sur les moyens qu'on peut mettre en œuvre à partir des outils dont on dispose. On le dit souvent, notamment par exemple dans l'insécurité. On dit souvent que les lois existent, mais on les applique pas. Donc il y a beaucoup de domaines comme ça. La page blanche, c'est sans doute un peu brutal, mais la part de l'extrême gauche, on ne sera pas surpris. Alors, une 5e République qui donnerait plus de pouvoir peut-être aux parlementaires, une plus grande représentation parlementaire, c'est ce que vous appelez finalement de vos vœux aussi, avec la proportionnelle. Oui, tout à fait. Oui. Et proportionnelle avec la prime et la majorité. J'insiste toujours parce que sinon on va retomber dans la situation qu'on connaît aujourd'hui en fait, avec une absence de majorité à l'Assemblée nationale. Donc oui, bien sûr. Oui. Alors cette proportionnelle, elle permettrait aux députés peut-être de partis, alors comme le Rassemblement national, d'être plus présent à l'Assemblée. Se pose aussi la question de la représentation des Françaises, des Français qui estiment aujourd'hui qu'on ne les entend pas, qu'on ne les écoute pas au plus haut niveau de l'État. Parfois même, pointent du doigt leurs députés en disant voilà, on dit des choses, on n'est pas relayé finalement. Est-ce qu'il va falloir travailler là-dessus, y compris au Rassemblement national, pour relayer la parole des Français ou la mieux relayer? En tout cas, le Rassemblement national, je vais citer encore l'exemple du budget, il relaie les attentes des Français. Donc mieux relayer, les députés du Rassemblement national travaillent à l'Assemblée nationale, ils sont présents, ils participent à des commissions, bien qu'on ne leur ait donné aucune présidence.
Alors après, vous pourriez penser que je suis pas objective, mais j'ai quand même le sentiment qu'ils sont à l'écoute des Français. Pourtant, le président Emmanuel Macron était soi-disant à l'écoute, puisqu'après après les Gilets jaunes, ces grands débats, etc. Elles sont où toutes ces propositions qui ont été émises par tous ces Français de tous les milieux, de tous les horizons. C'est bien de faire un grand débat, mais si on n'écoute pas les gens, ça sert à rien. Les cahiers de doléances sont restés finalement. Voilà, les cahiers de doléances. Ils sont dans les archives, voilà. Ouais. Aujourd'hui, là aussi, donc on parlait tout à l'heure d'attente sociale, il y a aussi une crise importante. On le voit aujourd'hui, des usines dans l'industrie. On pense à l'industrie automobile. Oui, Michelin, notamment pour Vannes. Avec cette crise qui va mettre à la rue beaucoup de Français, des chômeurs, des demandeurs d'emploi, souvent qui arrivent en fin de carrière. Là aussi, on n'a pas tous les germes d'une explosion sociale. Ils sont là, ces germes. Alors, on peut pas nier que l'exaspération monte. Après, nul ne peut préjuger de ce qui va se passer. Nous, on incite pas au chaos et à la violence, ça c'est clair. Mais c'est vrai que il y a tellement de gens on a quand même 9 millions de Français qui ont du mal, qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc c'est énorme. 11% des Bretons, hein. C'est vrai, en Bretagne, oui, on voit bien. Alors, aucune région n'est épargnée, mais depuis quelques semaines, Michelin, on parle de la fonderie de Bretagne. En fait, tous les secteurs sont en difficulté. Et puis, si on peut évoquer les milieux hospitaliers, donc voilà. Après, c'est un tout quand même, parce que si la situation économique est mauvaise, si les gens sont au chômage, on n'aura pas de médecins qui viendront dans notre région, donc pas de famille, donc pas de médecins, déserts médicaux, pas d'urgence, pas de médecins pour les urgences, c'est un cercle vicieux. Donc oui, il y a une inquiétude réelle. Le Rassemblement national peut alors le budget évidemment, le prochain budget, mais peut également d'un point de vue politique arriver à changer la donne. On vous reproche souvent, là aussi, je me fais un peu l'avocat du diable, mais on vous reproche souvent au Rassemblement national de dire voilà, il y a beaucoup de phrases, mais il y a peu d'actes. Est-ce qu'il y a une réelle volonté de changer les choses, là aussi de tourner la page? Oui, peu d'actes, j'allais dire c'est normal. Hein. Le Rassemblement national n'a jamais eu les manettes, donc peu d'actes, c'est normal. Hein. Donc effectivement, si on peut arriver à gouverner, bien entendu. En tout cas, tout sera mis en œuvre pour changer les choses. Mais on peut pas reprocher au Rassemblement national de ne rien faire, puisque de toute façon, il n'a pas la main. Donc, et quand il essaye, quand il fait des propositions, on ne l'écoute pas, on le méprise et on l'ignore. Donc, effectivement. Le Rassemblement national aujourd'hui est dédiabolisé, on pourrait le dire comme ça, mais toujours pointé du doigt. Qu'est-ce qu'il faudrait pour changer la donne? Voilà, passer de Le Pen à Bardella, là je me fais aussi un petit peu provoquant. Il est pointé du doigt. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui attisent cette j'allais dire presque cette discrimination. Ces personnes qui elles luttent soi-disant contre les discriminations. Donc c'est pour ça que si on attise constamment cette haine, parce que on peut parler de haine dans certains cas. Ne serait-ce que l'entre-deux tours, toute cette alliance contre le Front National, contre le Rassemblement national, qui n'était pas dans l'arc républicain. Enfin, c'est ça en fait qui fait qu'aujourd'hui on est mis au pilori. Donc tout ça doit s'arrêter. Vous savez, on a de plus en plus d'adhérents dans toutes les fédérations. Hein, c'est pas propre au Morbihan, dans toutes les fédérations. Et tous ces nouveaux adhérents qui arrivent, ce sont toutes les classes sociales, toutes les populations. Donc, ce sont des gens normaux. On peut pas insulter. On dit toujours la même chose. On peut pas insulter 11 millions de Français. Ça, c'est pas possible. Il y a une forte attente. Le Rassemblement national, si demain il devait arriver au pouvoir, a obligation de réussir. Obligation, en tout cas, c'est l'objectif qu'il se donne. Hein. Le Rassemblement national ne veut pas prendre le pouvoir pour prendre le pouvoir. Il veut prendre le pouvoir pour apporter ce que ces millions de Français qui votent pour lui et d'autres encore qui voteront attendent. Donc c'est pas, c'est l'obligation, c'est son objectif. Hein. Donc voilà.
Motion de censure, sans doute votée ce soir. Oui. Alors on va évidemment à 20h le vote, je crois. Aux environs de 20h, oui. voilà. Oui, c'est ce qui est donné en termes de timing, comme l'on dit. Donc on va observer évidemment si la motion de censure passe ou passe pas. Hein. Voilà, il reste encore une part d'incertitude. Merci infiniment Nathalie Guillot-Vieira d'être venue ce matin au micro de Bretagne 5. Je rappelle que vous êtes responsable départemental du Rassemblement national du Morbihan et vous avez fait la route pour être en direct sur Bretagne 5 matin. Je vous en remercie. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.